Nous allons parler maintenant de la tomographie par émission de positrons, en français TEP, en anglais PET, Positron Emission Tomography, ou encore le PET scan. Donc ça, c'est la méthode, et l'instrument utilisé, c'est la caméra à positrons. Alors, comment marche ceci? Eh bien, imaginez que d'une manière ou d'une autre, j'ai mis quelque part dans l'organisme d'un patient un noyau d'azote 13. Je vous rappelle que l'azote 13, en moyenne au bout de 10 minutes, va se transformer en carbone 13 plus un positron plus un neutrino. Donc, quelque part ici, j'ai déposé un azote 13. Que va-t-il se passer? Regardez en fait le paragraphe où j'ai parlé de la création de paires. Évidemment, la physique n'est pas du tout la même, mais l'avenir du positron, lui sera le même. En effet, ceci se passe dans la matière. Ça veut dire en fait que ce positron ici va être freiné dans la matière, puisque c'est une particule chargée, et puis finalement, il va s'arrêter. Donc, vous avez ici le positron qui se balade et puis qui finalement s'arrête en ce point-là. Donc, voilà le positron qui s'arrête. En s'arrêtant, évidemment, il va trouver tout près de lui un électron. Les deux vont former un positronium. Et ce positronium, en un temps très très court, si mes souvenirs sont bons, c'est de l'ordre de la microseconde, va se désintégrer en 2 photons de 511 keV. Et ces 2 photons partent dos à dos. Eh bien, c'est là-dessus que se base la caméra à positron. Comment ça va marcher? Je vais prendre en fait une couronne de détecteurs. Excusez-moi, je recommence. Donc ici, en fait, dans cet anneau, j'ai un nombre énorme de détecteurs. Je vais dessiner les détecteurs de l'autre côté également. Imaginez maintenant que le corps du patient, je le dessine ici en section, soit comme ceci, et que le positronium, a été créé à cet endroit-là. J'ai les 2 photons d'annihilation de 511 keV qui partent dos à dos. Ça veut dire en fait que je vais en avoir un, par exemple, qui va toucher ici le détecteur NI, et l'autre va toucher le détecteur NJ. Qu'est-ce que je tire comme renseignement de ceci? Si je connais le couple NI-NJ, ça veut dire en fait que je connais la droite sur laquelle se trouve le positronium. Mais ce sont en fait des photons. Donc je sais que ces photons voyagent à la vitesse de la lumière. D'autre part, en fait, avec l'électronique moderne et les détecteurs modernes, on peut avoir des précisions temporelles qui sont de l'ordre de la picoseconde, donc un milliardième de seconde. Ça veut dire en fait que j'ai donc les temps d'arrivée de ces deux photons. Et ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est la différence de temps. Si je fais TI moins TJ, ça veut dire en fait que
je sais exactement où se trouve le positronium sur cette ligne. Voilà. Donc ici, nous avons le principe de base de la caméra à positron. Alors, on voit tout de suite déjà une première difficulté. Regardez, en fait, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'endroit où était l'azote 13, pas l'endroit où a été créé le positronium. La différence entre les deux, c'est l'énergie cinétique du positron. Vous voyez que plus l'énergie cinétique du positron quand il a quitté l'azote 13, plus cette énergie est grande et plus le positron aura migré avant de se désintégrer. Une fois, il va se trouver là-bas, une autre fois, il va se trouver là-bas, une autre fois là-bas. Donc, vous voyez que malheureusement, ceci va nous donner du flou. Ça ne nous donne pas l'endroit où se trouve l'azote 13, c'est à peu près où était l'azote 13. Donc, ceci va limiter la résolution spatiale de la méthode. Et donc, on a tout intérêt, bien sûr, à sélectionner ici un noyau radioactif qui émet des positrons avec des énergies cinétiques très faibles. Ça, ce sera un des critères. Donc, j'en viens justement maintenant aux différents critères. Donc, le choix du noyau émetteur de positrons. Donc, le premier que je viens de citer, c'est qu'il faut que l'énergie cinétique du positron soit la plus petite possible. Donc ça, c'est pour obtenir une bonne résolution spatiale. Le deuxième critère, il faut que le noyau émetteur soit facile à incorporer dans une molécule absorbable par l'organisme et qui participe au métabolisme de l'individu. Le troisième critère, c'est que le temps de vie ou la période, si vous voulez, du noyau émetteur, d'une part, ne peut pas être trop courte. En effet, il ne faut pas oublier toute la chaîne d'opérations à effectuer. Il faut d'abord produire ce noyau émetteur. En général, ceci se fait près d'un accélérateur de particules, comme un cyclotron. Après ça, il faut l'extraire de l'endroit où vous l'avez produit. Il faut le mettre dans une molécule. Puis après ça, il faut l'injecter dans l'organisme d'une manière ou d'une autre. Et il faut encore permettre la migration de cette molécule jusqu'à l'endroit où justement un organe a besoin de cette molécule. Donc tout ceci, évidemment, va prendre du temps. Donc on doit compter typiquement au minimum quelques minutes. D'autre part, il ne faut pas non plus que ce soit trop long. N'oubliez pas que l'activité initiale est donnée par N0 sur tau. Donc, si le temps de vie est trop grand, le temps de vie, donc la période ou le temps de vie, ça veut dire que l'activité initiale
serait petite. Et d'autre part, ça voudrait dire aussi que l'activité résiduelle après l'examen serait encore très grande. Donc, vous avez donné à cet organisme un certain nombre de noyaux radioactifs, mais durant la période de l'examen, hein, qui ne peut quand même pas prendre des heures et des heures, hein, l'activité de cette source est relativement faible. Donc, vous allez détecter très peu de désintégration, et en revanche, le patient va quitter l'examen et il emporte avec lui encore un tas de noyaux qui ne se sont pas encore désintégrés et qui ne servent strictement plus à rien, sauf éventuellement à faire des dégâts. Hein, je ne vais pas en parler trop, hein, mais n'oubliez pas que de nouveau, ceci nous donne des positrons. Les positrons en eux-mêmes ne sont pas dangereux, mais ça va créer des photons de 511 keV. Les photons de 511 keV sont quand même plus dangereux que des rayons X, même s'ils sont probablement beaucoup moins nombreux, hein, que les rayons X qu'on reçoit lors d'un examen en rayons X. Malgré tout, ils peuvent faire des dégâts. Hein, donc vraiment, c'est créer ici des problèmes complètement inutiles. Donc voilà en fait les grands critères dont il faut tenir compte. Et pour ce dernier critère, donc pardon, si je prends les deux ensemble, ça veut dire en fait qu'on doit miser sur des noyaux émetteurs qui auraient des périodes qui iraient de quelques minutes à quelques heures, mais pas trop. Hein, disons typiquement 2 heures, hein, ça pourrait être une bonne limite. Bien, sachant ceci, qu'est-ce qu'on peut prendre? Quels sont les noyaux candidats? Eh bien, parmi ceux qui sont les plus utilisés, il y a l'azote 13 que j'ai déjà mentionné de nombreuses fois. Je vais noter ici les périodes et d'autre part les énergies cinétiques des positrons. Pour l'azote 13, j'ai ici 10 minutes. Donc c'est confortable, on a le temps de le produire, de l'injecter au patient et ainsi de suite. L'énergie cinétique est de 2 MeV22. Ça, ce n'est pas terrible. Ça veut dire en fait que le positron va voyager quand même relativement loin, hein, de l'endroit où vous avez placé l'azote 13. Donc la résolution spatiale ne sera pas la meilleure. Dans quelle molécule je peux mettre ceci? Par exemple dans l'ammoniac. Donc je vais prendre une molécule d'ammoniac. D'habitude, l'azote, c'est de l'azote 14. Eh bien, vous remplacez l'azote 14, le noyau d'azote 14, par un noyau azote 13. À part ça, bien sûr, cette molécule, au point de vue chimique, au point de vue métabolique, est strictement identique à de l'ammoniac ordinaire. Et ceci, on va le donner aux patients en intraveineuse. Deuxième candidat, c'est le carbone 11. Le carbone 11 vit 20 minutes, c'est encore très très bien comme période. L'énergie cinétique maximale des positrons est de 0,96, ce qui donnera une résolution spatiale meilleure que dans le cas de l'azote 13. On l'utilise essentiellement sous la forme de monoxyde de carbone. Et ça, on le fait par inhalation. On sait que les globules rouges ont une plus grande affinité pour le monoxyde de carbone que pour l'oxygène. C'est d'ailleurs un des tout grands problèmes des fumeurs, hein, outre le fait évidemment qu'il y a les goudrons et tout, hein, mais en fait ici, vous faites du tort à l'oxygénation du corps, hein, parce que les globules rouges vont privilégier le monoxyde de carbone. Troisième candidat, c'est le F18. Le F18 qui, lui, vit 1h50, ça commence à faire beaucoup, mais c'est encore acceptable. En revanche, il est très bien au point de vue énergie cinétique. Ici, je n'ai que 0,63. Donc la résolution spatiale sera encore meilleure.
Et on utilise la formule ici, c'est du glucose trafiqué, hein, auquel vous avez donné ici un atome ou un noyau de fluor. C'est, si mes souvenirs sont bons, le fluorodésoxyglucose. Et on l'utilise de nouveau en intraveineuse. Bien, j'arrête ici les explications et je vous montre justement tout de suite des utilisations de cette caméra positron. La première utilisation, vous voyez ici deux types d'images. Comme la résolution spatiale, quand on utilise la caméra à positron, n'est pas terrible, on aime bien d'avoir en même temps une IRM du cerveau du patient. L'IRM a une très bonne résolution spatiale et donc vous pouvez mettre les deux ensemble. Ça permet à ce moment-là de savoir exactement où vous vous trouvez dans le cerveau. Donc l'image obtenue au-dessus, c'est par IRM, dont on parlera après, et ça, c'est par la caméra à positron. Alors, ce qu'on a fait ici avec ce patient, on lui a injecté du glucose, avec ici du F18. Et en fait, l'idée, c'est que on s'intéresse ici au cerveau. Le cerveau va consommer du sucre là où justement il y a une activité cérébrale intense. Et donc, en fait, ceci est très, très précieux pour ceux qui étudient justement les différentes zones du cerveau et ceux qui veulent savoir qui fait quoi à l'intérieur de ce cerveau. Vous voyez en fait ici, donc c'est une image bien sûr en fausse couleur, hein, quand c'est jaune, ça veut dire qu'il y a pas mal d'activité de la caméra à positron, donc ça veut dire qu'il y a du glucose qui a été envoyé dans ces zones-là, et en rouge, vous avez encore plus de glucose. Ça veut dire que c'est essentiellement cette zone-là du cerveau qui travaille. Et donc, si par exemple la personne écoute de la musique, ou bien vous l'obligez à parler, ou bien à écouter un discours intelligent, ou bien à regarder et analyser finement un tableau devant lui, vous allez voir à chaque fois des zones différentes du cerveau qui vont travailler. Donc ceci est très très précieux pour ceux qui étudient justement le fonctionnement du cerveau. Deuxième illustration. Bien, ça c'est nettement moins amusant, mais il faut bien en parler. Ici, vous avez différentes coupes d'un patient, donc c'est uniquement des images obtenues en caméra positron. C'est un patient qui a eu un cancer, il a été traité pour son cancer probablement par chirurgie, et puis après un certain temps, le cancérologue et le chirurgien veulent savoir si la personne a éliminé son cancer ou bien pas. Alors, de nouveau, on se base sur le fait que les cellules cancéreuses ont un métabolisme beaucoup plus important et donc elles vont consommer plus de sucre que les cellules saines. Et vous avez ici en noir justement là où vous avez énormément de glucose. Alors, vous constatez ici des trois grandes taches, cette tache-là, celle-là et celle-là. Ça, ce n'est rien, parce que vous avez donné du glucose au patient, mais l'organisme est déjà en train d'éliminer ce glucose. Et donc, en fait, ici, vous avez le glucose qui se retrouve dans les reins et dans la vessie. Donc, les trois taches qui sont là, ce n'est pas grave. Mais regardez les autres. Vous avez une tache qui est là, une qui est là, une qui est là. Ici, vous voyez plusieurs taches qui n'ont rien à voir avec les reins ou la vessie, là aussi. Donc, vous voyez que avec ce genre d'image, ou bien le cancérologue est satisfait parce qu'il ne voit plus aucune tache, et donc la bataille est gagnée, ou bien éventuellement il peut voir une petite tache, ça veut dire que quelque part, il faut peut-être encore utiliser de la chimio ou bien peut-être une petite chirurgie, mais quand il commence à voir plusieurs taches, ça veut dire en fait que le cancer a provoqué des métastases, et là, bien souvent, la bataille est perdue. Et donc,
L'idée, en fait, c'est d'aider le médecin dans son choix. Hein. À un moment donné, il faut décider d'arrêter l'acharnement, hein, et d'abrutir l'organisme avec de la chimio ou des rayons et offrir aux patients une fin tout en douceur. Hein. Donc ça va aider finalement dans la décision à prendre pour la suite. Bien, je termine sur une image plus amusante. Ici, en fait, vous avez l'image, toujours en caméra positron, de quelqu'un, d'un cœur qui a eu un infarctus du myocarde. Donc ça veut dire en fait que par manque d'irrigation d'une partie du cœur, le muscle cardiaque ne travaille plus dans sa totalité. Et donc avant, quand on travaillait un petit peu en aveugle, ce que le chirurgien était obligé de faire, c'était des pontages. Hein, donc il allait prendre des veines qu'il remettait ici autour du cœur pour assurer de nouveau une bonne circulation du sang autour du cœur. Mais c'était travaillé un petit peu en aveugle. Or, ici, en caméra à positron, on va se baser sur deux choses. Il faut savoir en fait que le muscle cardiaque, quand il est en bonne forme, en bonne santé, qu'il assure son rôle de muscle et donc de contraction, il consomme de l'ammoniac, mais il ne consomme pas de sucre. Si au contraire une partie du muscle cardiaque a été endommagée, donc n'a pas été irriguée correctement, et donc pour l'instant n'assure plus de fonction de muscle, mais est récupérable. Hein, ça veut dire que si vous rétablissez de nouveau une bonne irrigation, en fait cette partie va refonctionner normalement. Eh bien dans un tel cas, cette partie du muscle ne consomme plus d'ammoniac, mais consomme du glucose. Et troisième cas, si vous voyez une partie du muscle qui ne consomme plus d'ammoniac et ne consomme plus de glucose, ça veut dire que cette partie du muscle est perdue en tant que muscle. Ça reste précieux, bien sûr, comme paroi pour contenir le sang, hein, mais c'est irrécupérable. Vous aurez beau faire ce que vous voulez en essayant d'instaurer ici une meilleure irrigation, donc en faisant des pontages, hein, c'est fini. Cette partie du muscle cardiaque ne jouera plus jamais le rôle de muscle. Donc, dans ce cas concret, vous voyez en fait que ça ne sert à rien de faire des pontages ici à gauche. Cette partie du muscle cardiaque fonctionne à la perfection. En revanche, si vous regardez ici à droite, cette partie ne consomme pratiquement plus d'ammoniac, mais elle consomme du sucre. Donc, s'il faut faire quelque chose, c'est ici qu'il faut faire des pontages. C'est cette partie-là, hein, pour laquelle donc il faut essayer de rétablir une bonne circulation sanguine. Donc vous voyez qu'avec ce genre d'image, en fait, on aide le chirurgien à travailler de manière efficace. Hein, on ne va pas passer des heures à faire des pontages là où c'est inutile. Hein, donc on sait exactement là où l'action, justement, sera bénéfique pour ce patient. Voilà ce que je voulais dire sur la caméra à positron.